Historiquement, l'escalade représente le voyage, un sport pratiqué par des aventuriers qui manquent de supports adaptés pour exprimer leur art, partaient à la recherche de rochers pour y graver leurs œuvres. D'Action Directe à Silence, de Dreamcatcher à Biographie, ces nouveaux artistes peignaient sans relâche, parcourant le monde à la recherche de nouvelles lignes, et lorsqu'ils parachevaient leurs ascensions, ils leur donnaient un nom, un cadeau, leur offrant la possibilité de traverser les âges. Pourtant aujourd'hui, cette ère de vagabondage semble bien loin. L'escalade la plus populaire se pratique bien souvent sous un toit et les tracés ne sont plus des œuvres, mais des brouillons qui s'enchaînent sur une nouvelle surface, plus pratique, plus accessible, mais également plus lisse, le mur d'escalade. Car si ces structures artificielles nous offraient la possibilité d'exprimer notre art en nous affranchissant de toute contrainte naturelle, elles perdaient en échange leur intemporalité. Bonjour à tous, je suis Miguel de la chaîne YouTube Caillou TV et aujourd'hui on se retrouve dans un décor un petit peu particulier au CMC de Mulhouse pour vous raconter l'histoire du premier mur d'escalade que vous pourriez bien retenir. Ce mur, c'est le futur mur des Jeux Olympiques de Paris 2024, un mur dont le nom fait écho au passé pour mieux s'inscrire dans le futur. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire du Titan. Vous l'aurez donc probablement déjà deviné, mais le mur qui se trouve derrière moi aujourd'hui porte un nom et s'appelle le Titan. Produit par la société EP ou entreprise dont on a déjà parlé dans l'épisode sur les prises d'escalade, le Titan ressemble à ce qu'il est. Un mur d'escalade dédié à la pratique du bloc. Haut de 4,50 m pour une longueur de 20, un profil vertical, deux pans légèrement déversants et un toit. A priori sans prétention, ce n'est pourtant pas un hasard si c'est ce mur qui trône actuellement sur le site du Bourget dans l'attente des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et bien pour comprendre pourquoi, il va nous falloir replonger une fois de plus dans l'histoire. Retour donc au milieu des années 80, avec un nom qui vous sera sûrement familier, celui d'entreprise. À cette époque, cette société française dirigée par François Savigny vient tout juste de créer les premières prises d'escalade et dans la foulée s'embarque dans une aventure complémentaire mais bien différente, la fabrication de murs d'escalade. Alors qu'elle fournit le premier mur de compétition officiel en France en 1986, elle devient très rapidement un partenaire majeur des organisateurs de compétitions internationales en fournissant le mur de la première Coupe du Monde de Leeds en 1989, puis en travaillant régulièrement avec l'UIAA, la Fédération internationale d'escalade de l'époque. Les murs sont alors encore inspirés du rocher pour imiter au mieux la grimpe en milieu naturel, avec des profils de murs appelés empreintes, des plaques texturées modulables et attachables entre elles. Le temps passe et conjointement à l'évolution des prises d'escalade qui deviennent plus extravagantes, le mur lui se met en retrait. On préfère des profils plus uniformes, quitte à leur ajouter du relief avec des volumes, c'est l'arrivée de la technologie mosaïque en 2006, une standardisation qui lisse ce support et définit sa version moderne pour les 20 prochaines années. Une simple toile que l'on veut la plus lisse possible pour laisser place à la créativité. D'ailleurs, on le voit très bien dans des salles modernes comme ici, où les seuls facteurs de personnalisation restants sont souvent la couleur et l'inclinaison. Et c'est d'ailleurs comme ça que le futur a très souvent fonctionné. En effet, dans notre monde où nos technologies combinées à notre nécessité de gestion des ressources et la logique économique de notre système ne permettent pas d'apporter à chacun une réponse pleinement personnalisée, la standardisation a toujours été une alternative très efficace. Exemple, si vous dessinez les chaussons de vos rêves et que vous envoyez les plans à un fabricant, soit il va vous proposer une alternative plus en accord avec son procédé habituel, soit ça va vous coûter extrêmement cher. Pourtant, EP sans qu'autre chose est possible, partenaire de l'IFSC, la nouvelle fédération internationale d'escalade depuis 2007, elle est logiquement sélectionnée en tant que fournisseur des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. En 2019, au fil des discussions quant au design du futur mur, l'IFSC évoque sa volonté de créer un mur parfaitement standardisé pour ses compétitions de bloc. Car oui, si à chaque Coupe du Monde les murs changent, c'est toujours une organisation folle pour l'IFSC, et notamment pour les ouvreurs. Bien souvent, ceci n'arrive que quelques jours avant, avec des prises qui ne sont parfois même pas celles qui étaient prévues pour l'ouverture, et malgré leur préparation, ils doivent donner naissance à un circuit qui permette à la fois à Aimori d'atteindre le départ, à Yann Garnbret de ne pas dire c'était trop facile à la fin, et tout ça en visant un nombre de tops respectables pour assurer le spectacle. De plus, depuis quelques années, la discipline cherche à mieux se définir, et les ouvertures cherchent à se différencier de la difficulté en proposant des mouvements plus spécifiques au bloc. On retrouve donc très souvent les mêmes profils avec une dalle, une coordination, un jeté et un bloc physique. Sur ce schéma, il est donc assez facile d'imaginer un fronton répondant à toutes ces exigences. On commence à imaginer une première version du Titan. Les Jeux Olympiques de Tokyo ont donc lieu et même si l'épreuve de bloc très difficile ne le met pas en valeur, le mur se montre très convaincant.
On note quand même quelques détails à revoir. La première version du mur est trop courte, on lui rajoute donc 4 mètres et un profil en toit sur son côté droit, tandis que la partie dalle avec son angle légèrement positif n'arrange pas les ouvreurs qui préfèrent un profil vertical, quitte à lui rajouter de l'angle artificiellement avec de grosses prises. Le mur est donc revu et aussitôt sélectionné pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. On adapte son design, on raboute ses deux angles supérieurs pour ne garder que l'essentiel, et de ses couleurs ternes Tokyo Heat, on le part de bleu pour l'incruster dans son décor final, le site du Bourget. Entre-temps, le premier mur olympique de l'histoire de l'escalade s'impose également en compétition classique. On le retrouve sur les championnats du monde de Berne 2023, le TQO de Jakarta ou encore les Jeux panaméricains de Santiago. Le projet officiel est donc en bonne voie et pourtant il existe une autre facette de ce mur non révélée au public et qui est autrement plus intéressante. Car oui, sur le côté entre 2019 et 2024, de nombreuses salles privées commencent à elles aussi s'équiper d'un mur titan. Un intérêt énigmatique car pourquoi payer ce mur plutôt qu'un autre? Alors certes, cela permettrait d'attirer quelques champions dans les salles pour s'entraîner sur un mur officiel, en plus d'agir comme un outil de communication pour la presse, mais quand même, quand on connaît l'importance de se différencier pour une salle, pourquoi acheter la même structure qu'une autre? Eh bien tout simplement puisqu'avoir le même mur permet également d'avoir les mêmes voies. La principale raison pour laquelle aujourd'hui les tracés ouverts sur structures artificielles sont tous oubliables est parce qu'ils sont très difficiles à reproduire. Il faut avoir les mêmes prises à différents endroits, les positionner au pixel près et surtout avoir un mur avec la même inclinaison. Un problème pas insoluble à notre époque puisqu'il nous suffirait d'un outil numérique permettant d'enregistrer des voix avec des repères précis. On pourrait alors construire une base de données entière regroupant des milliers de voix ouvertes par des ouvreurs de renom ou des légendes de l'escalade. Et à l'inverse, nous pourrions aussi avoir la possibilité de sauvegarder une voix dans cette base de données pour pouvoir la réutiliser plus tard, mais surtout ailleurs. Un concept qui n'est pas sans rappeler une certaine Kilterboard. C'est ça là. La Kilter, c'est un mur aux prises lumineuses qui trouve notamment son succès auprès des athlètes avec son pattern de prise standard et une énorme base de données de problèmes rendue accessible depuis chaque Kilterboard par une application. Un concept incroyablement fun et très satisfaisant pour l'avoir testé moi-même, mais aussi très spécifique et à moins d'être un athlète de très haut niveau et d'avoir besoin de réaliser des sessions de volume sur de nombreux blocs extrêmes, eh bien vous allez souvent préférer grimper sur un vrai mur avec de grosses prises. Le Titan propose donc le même principe que la Kilterboard, briser la barrière physique entre les salles en proposant un support universel qui leur permette de communiquer via le même langage. Et l'un des premiers intérêts de ce système, c'est de pouvoir organiser des compétitions en ligne et en direct. Grâce au support standardisé qu'est le Titan et aux voix enregistrées en base de données, les salles pourront ouvrir des circuits identiques et permettre à leurs abonnés de se challenger avec d'autres salles du monde entier. Vous et moi on sera toujours nuls, mais des nuls qui font des compétitions internationales. Et ça, c'est mieux. Plus encore, la mise en place du Titan permettra aux ouvreurs d'enrichir cette base de données en sauvegardant leurs créations pour les réutiliser et même les améliorer directement dans un environnement 3D en s'affranchissant ainsi du temps et de l'argent nécessaires pour les mettre en place. Pour un gestionnaire de salle, cela permettrait à ses grimpeurs de venir tester des problèmes iconiques vus dans des compétitions de très haut niveau et retravailler en version plus facile par exemple. C'est aussi la possibilité d'être moins dépendant des ouvreurs pour de plus petites salles. D'ailleurs, en France, si on se débrouille à peu près dans ce secteur, certains pays manquent cruellement d'ouvreurs internationaux et pourront donc avoir accès à des problèmes reconnus bien plus facilement. Et enfin pour nous tous, pratiquants, débutants occasionnels ou expérimentés, le jeu déjà central de notre grimpe moderne pourrait bien prendre une nouvelle dimension par son côté communautaire. Chercher à collectionner toutes les voix du monde, engranger de l'expérience, débloquer des succès, se mesurer à ses amis et même pourquoi pas aux professionnels, tout ça permis par la simple mise en place d'un mur standardisé. Bref, une projection dont les derniers éléments semblent encore plus proches de la fabulation, mais dont certains sont déjà annoncés dans un futur proche. La première compétition en ligne sur le Titan est déjà prévue pour l'année 2025, tandis que la base de données qui lui permettra de prendre tout son potentiel est actuellement en construction. D'ailleurs, au moment où je sors cette vidéo, EP a également sorti une mini-série couvrant en profondeur d'autres aspects de la construction du Titan, avec notamment les interviews des ouvreurs ayant participé à son design ou ayant utilisé le mur pour les Jeux Olympiques de Tokyo, et si cela vous intéresse, vous retrouverez les liens en description. Pour l'instant, et en attendant son heure auprès du grand public, le Titan, lui, va chercher à s'intégrer dans ce monde de résine, en commençant par un beau rendez-vous au soir du 4 août prochain. Et voilà, c'est sur ces mots que terminera cette vidéo. Alors tout d'abord, j'aimerais dire un énorme merci à la société EP pour nous avoir donné toutes les informations nécessaires à la réalisation de cette vidéo. Merci également à eux de nous avoir accueillis en coulisses pour nous montrer un peu plus comment fonctionnent les dessous du monde de l'escalade. Un énorme merci également au CMC de Mulhouse pour nous avoir permis de filmer ici aujourd'hui et sur leur version du Titan.
Et enfin, un énorme merci à vous, évidemment, d'avoir regardé cette vidéo en entier. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime dessus ou un commentaire, ça nous aide énormément, surtout pour ce genre de vidéo qui met extrêmement longtemps à produire. Je le dis rarement en début de vidéo parce que j'aime pas, je trouve que c'est pas très agréable pour vous. Mais bon, bref, voilà, vous l'avez compris, ça nous aide énormément. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!